Espace 2. Bonjour, redécouvrir Tchaïkovski, telle est l'ambition cette semaine de Musique en mémoire. Soyez les bienvenus. Redécouvrir Tchaïkovski. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Grâce à vous. Et lire, entendre, analyser, comprendre et définir les strates différentes de cet opéra, La Dame de Pique de Tchaïkovski, qui nous occupe cette semaine. Vous êtes à votre piano avec deux partitions, une réduction pour piano, une partition pour orchestre. On va reprendre où on en était resté, fin du premier acte, avec deux amoureux. C'est ce que dit l'exégète de base, j'allais dire, deux amoureux, Hermann et Lisa. Amoureux, je suis pas bien sûr. Vous nous avez montré à quel point l'amour n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Ce n'est pas une passion romantique qui unit deux êtres qui vont fusionner à un moment donné. Non, non, pas du tout. Vous parlez plus volontiers de névrose complémentaire. Vous l'avez fondée musicalement, cette thèse-là. On se rend bien compte de ce qui attire, ce qui fascine ces deux personnages et en même temps ce qui les angoisse, ce qui leur fait peur. Chacun des protagonistes auxquels il faut ajouter la vieille comtesse elle-même. La vieille comtesse, la Dame de Pique, on va dire. Des protagonistes renvoient l'autre à une angoisse fondamentale. Il ne se connaît pas lui-même, à quelque chose d'ancien, quelque chose de pulsant. C'est l'angoisse qui parcourt. Des peurs archaïques, en même temps, on l'a vu, ça vient de très profond, et ça va assez profondément en nous-mêmes quand on écoute cette partition. Et Oedipien de la part d'Hermann, qui est en fait plus fasciné, même s'il ne se l'avoue pas, par le pouvoir détenu par cette vieille comtesse. Hermann et Lisa, donc ce duo d'amour. Passion du jeu. Oui, dites-moi. Et c'est quand même un concours de circonstances extraordinaire qu'il se retrouve justement, croit-il, amoureux de ce qui est la petite fille de cette comtesse. Oui. Mais maintenant, il se trouve en effraction chez Lisa, justement, mais en même temps chez la Dame de Pique. Il arrive dans sa chambre, dans la chambre de la jeune fille. La vieille comtesse, c'est cette femme au pouvoir étrange, mystérieux, occulte, j'allais dire, n'est pas loin. On reprend là. Et puis alors, maintenant, on voit très bien que dans un même passage, un même thème, par exemple, peut se retrouver déboîté dans ses composantes essentielles. Je pense au thème d'amour qu'on va bientôt entendre, d'amour avec beaucoup de guillemets. Oui. Si je divise ce groupe de 3 notes, et puis composante plus tragique, mais j'ai expliqué ça en long, en large, en travers, je ne vais pas revenir parce que ce serait trop lourd et trop compliqué. Mais ici, on voit que par exemple, ces deux éléments sont déboîtés, presque disséqués. Par exemple, ici, le groupe de 3 notes, et puis la composante qui venait plutôt des éléments angoissants et des éléments répressifs des pulsions, représentés par la comtesse, mais maintenant ce n'est pas de la comtesse qu'on parle, donc comme quoi les thèmes sont beaucoup plus inclassables que l'on pense. Alors au lieu d'avoir on a donc à la fois un thème qui contient de la peur, l'élément qui contient de la peur dans le thème d'amour, et puis ici, un élément plus lyrique, et puis toujours des échappées de clarinette, de basson, qu'on retrouvera dans le personnage de la comtesse. C'est l'effroi, on pourrait dire presque mutuel de ce couple. Et puis, ce qu'on va voir maintenant, mais ça je pourrais peut-être vous le commenter micro ouvert, oui. Ce sera dans le début de cette scène lyrique, le fait que les thèmes, toujours très séduisants, qui ont une rondeur qui pourrait faire penser à finalement à un bel canto par moment, sont toujours empreints comme dans une vie sans fin, d'une spirale qui n'aboutit jamais, qui ne touche jamais son but. On est toujours dans une suspension ici assez enivrée et délicieuse. Le thème se nourrit dans son deuxième versant de son premier segment. Donc une superposition. Et on verra qu'en fait, on a comme un mouvement de roue, de spirale sans fin. Un thème émerge et puis l'autre, une autre partie émerge. Et jamais on arrive à
aboutir à quelque chose qui serait de l'ordre de la concrétisation d'un vécu. On est dans l'illusion, l'exaltation, une exaltation qui tourne à vide au fond, on pourrait dire, volontairement. Est-ce qu'on écouterait ça au disque et puis vous me dites ce que vous en pensez et vous me l'analysez micro ouvert? Très volontiers. Alors on peut essayer, je vais essayer de ne pas couper l'élan lyrique par mes réflexions, mais au contraire d'orienter votre écoute. Ok, on écoute ça, vous chaussez votre casque. Alors d'abord, donc, cet effroi au fond de Lisa, effroi qui fait écho à d'autres effrois, dans d'autres rencontres entre Hermann et la Dame de Pique, par exemple, ces tierces terrifiantes de la vieille comtesse. Et bien là, par exemple, quand Hermann surgit, la peur de Lisa envers Hermann, ce sont des tierces qui montent, et puis la clarinette effarouchée. Au fond, ce qui est terrifiant, c'est que chacun est renvoyé à cette part d'inconnu en lui. Gérald Yesson nous fait écouter ça. Groupe de 3 notes. Le hautbois, personnification dépressive de Lisa. Et sur ce fond de malheur, comme une liqueur enivrante, ce thème d'amour maintenant, suspendu sur des pizzicati de violoncelle aérés. C'est le premier versant du thème. Deuxième versant au violon. Et nouvelle croissance du thème dans les clarinettes et bassons. On l'a toujours pas atteint, ce but. On est dans ce désir permanent. Oui, c'est comme ça qu'on le sent, oui. Le thème se reprend maintenant dans l'orchestre. Les flûtes, les clarinettes. Il va s'orienter brusquement, comme avec un coude, vers une autre bifurcation en mineur. Ici, facteur d'angoisse qu'on retrouvera dans d'autres passages de l'œuvre. Deuxième versant, au hautbois, partie descendante du thème qui devient maintenant très modulante. Et puis ce qu'on avait le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta des violons maintenant, c'est passé au violoncelle avant. Et puis c'est comme démembré, isolé. Avec cette figure maintenant. Qui devient une figure presque mélodique. Presque comme un mouvement de prédateur. Et ces sonorités de corps sont les mêmes que la détresse de la comtesse qui raconte avec remords les souvenirs de sa vie passée. Tout se rejoint. Un des plus beaux passages de l'œuvre maintenant, on est passé insensiblement à une autre variante du thème d'amour. C'est presque un chantage au suicide qu'il va faire. Le cor anglais emblématique de la mélancolie de Lisa.
essaye désespérément de trouver un sens à sa triste vie. Et puis on sent ces accords qui se répètent comme une houle. Ici, une harmonie modale, affaissée. Un des segments courts du thème maintenant va se répéter, se développer pour former comme un noyer qui appelle au secours. Voilà ce motif-là qui va aboutir à une exaltation qui est enracinée dans le malheur en fait et dans la souffrance. Et étant donné sa racine de souffrance, elle ne peut que se heurter à une conclusion fatale, symbolisée par l'entrée de la dame de pique. Effondrement. On peut l'imaginer autoritaire avec un charisme effroyable, avec le bruit de la canne à chaque pas. Oui, Bertrand? Et pour Hermann, la fascination de cette vieille dame, c'est non seulement la promesse d'une richesse, s'il pouvait connaître le secret de ses cartes, donc sortir de sa condition, et en même temps, elle fait écho, évidemment, à quelque chose en lui de tout à fait oedipien, quelque chose qui est de l'ordre du désir, quelque chose qui est évidemment totalement refoulé, mais qui est de l'ordre de la libido et de la séduction. Par-dessus la jeune fille, si je peux dire, par-dessus Lisa, hein, oui. On s'en rend bien compte, et aussi on l'a vu musicalement, les jours précédents que c'était contenu dans son thème. En fait. Oui. L'amour pour Lisa est constitué et comme posé fragilement sur des couches plus profondes oedipiennes. Pour le moment, Hermann et Lisa, d'abord Lisa rassure la comtesse qui s'en va, et Hermann et Lisa finissent cette scène d'amour, se prennent dans les bras l'un de l'autre. On pourrait croire que c'est dans cette direction que ça va aller. D'abord, il y a cette présence de la comtesse qui symbolise toute cette destinée qui est en fait justement le contraire du bonheur, le contraire de la réalisation. Oui. Tout ce qui était de l'ordre de ta-da-da-di, qui est comme une volonté de se libérer de cette cage. Sur quelle note s'en va la comtesse en faisant ti-ra-ra, on a nos trois notes là qui sont passées très étrangement comme une bande magnétique qui serait passée à l'envers. Et puis Hermann a en fait une vision presque macabre, une terreur, avec toujours la clarinette qui est emblématique du personnage de cette dame. Et puis il sent tout à fait que la corrélation logique de cette instance en lui ancienne, ancestrale, innommable, presque cette pulsion presque incestueuse, incompréhensible, ne peut qu'aboutir à un échec qui tombe comme un coup près, en fait, dans la réalité, un échec de tout projet de vie normal. Et Lisa lui intime ensuite, une fois que sa grand-mère est partie, de sortir, lui donne un ordre, et c'est vraiment ce coup près, cette ces rythmes angoissés. C'est très tchaïkovskien de faire pam pam et ensuite sur le temps suivant d'avoir un silence. On ne voit pas ça chez Brahms ou chez Dvorak ou de finir par exemple pam pam. Tout d'un coup, deux notes comme ça qui aboutissent à un silence. Alors voilà, on peut écouter la sortie de la comtesse, cette dame de pique, toujours sur une dissonance. Elle part sur quel accord ? Elle part sur quel accord ? On était déjà tout le temps sur des accords diminués. Et là ? Et puis là, on
on part sur on n'est dans aucune tonalité, des accords augmentés. Слышишь, я, бабушка, сейчас не спится. Слыхано ли это? Ну, времена не спится. Сейчас ложись. Я слушаюсь, простите. А я-то слышу шум. Ты бабушку тревожишь. Идемте, и глупости не смей тут затевать. Кто страстно любя придет, чтоб, наверное, узнать от тебя. Три карты, три карты, три карты. Могильным холодом повело вокруг. О, страшный призрак, смерти я не хочу тебя. Quelle œuvre étrange, Bertrand Roulet, que cette Dame de Pique, un désir miné, j'allais dire maudit, d'une certaine manière. Et puis une vision tout sauf sentimentale de l'amour, plutôt de la passion, qui est comme de voir deux négativités qui s'emboîtent. Oui, complètement délétère, d'ailleurs, la suite de Le Père nous montrera. Hein. Parce que finalement, ils sont pris dans un tourbillon qui semble emporter les thèmes comme une double hélice. Comme une spirale malheureuse. Une spirale, hein, il faut dire que Herman a mis la pression, c'est le chantage au suicide qu'il utilise. Et finalement, c'est ça qui fait basculer le cœur de Lisa. Et finalement, voilà, il se déclare une passion mutuelle sur des accords qui sont évidemment à la fois triomphants, mais c'est le triomphe en même temps d'une force tragique. Typiquement tchaïkovskien, mais justement par le chromatisme, il exprime justement une vision qui est tout sauf sentimentale de l'amour et qui est très subtile psychologiquement. La fin de cette scène? Oui. Так значит, смерти приговор ты произносишь. Боже, я слабею, погоди, прошу. Скажи тогда, умри. Боже, правый. Прощай. Красавица, богиня, ангел, тебя люблю.
la musique de ces amants maudits, Bertrand Roulet. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'alternative qui s'offre à Lisa, c'est celle que propose son fiancé, le prince Eletski, bien au fait de son pouvoir dans une société cossue dont vous nous avez rappelé hier que musicalement, elle se donne volontiers à entendre comme quelque chose de, à première vue, très net. Son amour à lui est très clair, ses intentions sont parfaitement établies. D'un côté, il y a cette union maudite, vénéneuse entre Lisa et Hermann, et puis de l'autre, la société et le prince. Et puis toute cette musique néoclassique qui sert en même temps à nous donner une image nourrie du cadre aristocratique, aussi de la jeunesse de la comtesse. Tout ça a évidemment aussi des rapports que j'ai un petit peu suggérés hier. Et puis on va voir que les commentateurs ne relèvent pas la profonde unité qu'il y a par exemple entre les thèmes d'amour d'Hermann et tout ce qui concerne le couple Lisa Hermann, et puis la déclaration du prince, qui est tout à fait, on va dire, une image au contraire de normalité, c'est pondéré. C'est ça. C'est un personnage qui, justement, il dit il ne veut absolument pas la contrainte, ni l'angoisser, il voudrait être envers elle comme un ami, etc. Alors on voit que ce mouvement mélodique, au lieu d'être ta-da-da-da, pam, on aura cet élément pointé, mais on va tout de suite reconnaître tam, pam. Chez lui, au lieu que ce soit ta-da-da, ta-da-da, lui, c'est cet intervalle-là. Et c'est quoi cet intervalle-là? C'est une carte. Voilà. Pam. Et puis, ça va donner comme une touche de noblesse et de bonté à son air. Et puis, on aura même une touche aussi de mélancolie, puisqu'il sent que son amour n'est pas payé de retour. Donc, toute cette symbolique des gammes descendantes. Mais ici, c'est pas du tout un personnage ridicule, mais tout cela est comme au pays des, on va dire, des gens modérés, des gens normaux, entre guillemets. De frappant dans cet air, qui est en fait un A-B-A, c'est que on peut pas dire qu'on peut l'écouter en extrait. Il est dans une telle continuité, par exemple quand on arrive à la fin du thème et dans sa tonalité principale. Comme on ne résout pas dans la tonalité d'origine, on a tout de suite évidemment envie d'écouter la suite comme une continuité en fait du thème, alors qu'on est déjà dans une partie B. Maintenant on est comme dans un deuxième thème, mais un deuxième thème que l'on considère comme une continuation en fait du premier, parce qu'il n'y a pas on ne voit pas les coutures, si on peut dire. Et puis on a aussi ces éléments ta-da-da, tout ce qui était angoissé dans les autres protagonistes, chez lui c'est simplement se retrouve et c'est plus modéré. Le lien avec ta-da-da-da, ti-da-da-da de la mélodie de départ, on y revient d'une façon extrêmement linéaire, parce que Tchaïkovski, dans les figures rapides, va subrepticement nous amener à un retournement du dessin mélodique ta-da-da-da, pa-da-da-da, en le retournant. Alors, et le retour du thème est en fait en continuation parfaite avec l'accompagnement de la partie centrale, le chant, les violons, et retour de la voix.
Et l'accompagnement, en quelque sorte, il n'est pas mécanique, c'est pas... Il y a toujours un moment de la semaine où vous sentez le besoin. Non, mais- Alors là, cet accompagnement est Mais comment? ce que je veux dire, c'est qu'il a mis des traits sur les croches, ce qui veut dire que la phrase doit avoir un certain élan, une certaine direction, comme si on énonce une mélodie. Alors le chant, réponse vivante et organique. Ça veut pas dire qu'on accélère, mais ça veut dire qu'on ne joue pas mécaniquement. C'est pas juste un accompagnement. Oui. Là, j'arrive pas à m'arrêter de donner mes exemples, mais je suis pas tchaïkovskien pour rien. Là, j'arrive, c'est simplement irrésistible. Ici, on a ce contre-champ avec l'idée de la gamme descendante, la gamme du malheur fatal et délétère chez Lisa et Hermann. Et là, simplement, une douce mélancolie et presque une acceptation même de son sort. Ce qui me plaît énormément, c'est que Tchaïkovski, peut-être 2 fois dans toute son œuvre, fait des vocalises finales à la fin de ses airs. Peut-être une fois dans Oprichnik, une fois dans Tcherevitchki. Et ici, la fin, qu'est-ce que c'est? On a vu que pam, 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 c'était un des éléments centraux des segments qui font pulser ce flux mélodique. Et quelle est la fin, la conclusion? Eh bien, elle est extrêmement sobre et c'est le retour des pulsations de base du thème, et puis simplement la voix qui... Donc sobrement, on a juste une des cellules de base de la construction du motif. Et il n'y a pas de... Quoi que vous le faites pas mal en même temps. Oh, c'est ridicule, surtout avec les glissades. Écoutons donc la version au disque de cette perfection de retenue, en même temps de tendresse, j'allais dire de pudeur, Pour de moi, ce chant. techniquement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et il est en parfaite homogénéité avec le reste de l'œuvre, même si formellement, c'est un air avec un début et une fin. Я вас люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить. Я подвиг силы беспримерной, готов сейчас для вас свершить. Но знайте, сердце вашего свободу, ничем я не хочу стеснять, готов скрываться вам в угоду. И пыл ревнивых чувств унять, на все для вас готов. Не только любящим супругам, слугой полезным иногда, желал бы я быть вашим другом и утешителем всегда.
ясно вижу, чувствую теперь я, куда себя в мечтах завлек, как мало вас ко мне доверия, как чужд я вам и как далек. Ах, я терзаюсь этой далью, состражду вам я всей душой, печалью с вашей я печалью, и плачу вашею слезой. Ах, я терзаюсь этой далью, состражду вам я всей душой. Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить. Я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить. О, милая, доверьтесь мне. La noblesse, mais en même temps et surtout la grande tendresse, j'allais dire l'humanité de ce prince là qui sort de scène au milieu de cette soirée de bal dans cet opéra La Dame de Pique, Bertrand Roulet. Donc les deux sortent et puis Hermann arrive toujours aux prises avec ses peurs, ses angoisses, ses désirs, ses enfermements. Hermann qui a reçu un billet. Après la représentation, attendez-moi dans la salle, je dois vous voir. Et lui, Hermann, continue de chanter « Je dois la voir au plus vite et renoncer à cette idée. 3 cartes, je connaîtrai les 3 cartes et je serai riche. Et je pourrai fuir avec elle, loin du monde. Malédiction, cette idée me rendra fou. » После представления ждите меня в зале, я должна вас видеть. Скорей бы ее увидеть и бросить эту мысль. Три карты знать, и я богат. On a vraiment ici musicalement un portrait parfait du principe d'inquiétude, c'est-à-dire un déboîtage des rythmes et aussi un déboîtage de l'esprit par rapport à la réalité, c'est-à-dire que Hermann n'est jamais dans le moment présent, il est tout le temps dans sa tête, ses pensées tournent et le projettent vers ses désirs et ses chimères. Fais-moi ça, oui. C'est vraiment un décalage perpétuel. Si on n'avait pas ce décalage, ce serait... Mais on a toujours... Et puis l'esprit tout d'un coup s'arrête un instant sur un mirage, sur un désir qui évidemment aboutit à un nouveau déséquilibre. Et puis... Déséquilibre, Bertrand, parce qu'officiellement, de connaître ce secret,
Ça le rendrait riche et donc il pourrait épouser Lisa, mais nous savons bien qu'obscurément, c'est pas de Lisa dont il se soucie, c'est de cette force maléfique de cette comtesse. Une force maléfique qui correspond, on l'a vu, à des pulsions très anciennes qui, hors contexte, auront quelque chose d'incestueux, de tout à fait monstrueux et qui génère justement ces situations, cette destinée tragique, destinée collective d'ailleurs. Et puis cet état d'esprit qui attire des situations qui viennent renforcer cet enfermement mental qui tourne à la paranoïa. C'est-à-dire que la musique, finalement, on a l'impression même que les thèmes des cartes s'enroulent même comme des tentacules autour de lui. On a d'abord rythmiquement à 2 vitesses, donc ça c'est le chant, et puis dans les accompagnements, mais au sein même de ces progressions, on a un mouvement descendant et un mouvement ascendant sur 2 modes différents où... Vous dites des modes, ils sont identifiables ? Non, ils ne sont pas identifiables. D'accord. On reste toujours dans cette logique de ces gammes à degrés ajoutés qui parcourent toute l'œuvre. Oui. Страстно любя, придет, чтобы узнать от нее 3 карты, 3 карты, 3 карты. Et c'est maintenant qu'il va y avoir ces superpositions très complexes. Puis on a des émergences très provisoires de clarté harmonique, qui sont plutôt comme les coudes d'un labyrinthe que la sortie d'un tunnel. Et ça, c'est le seul moment de lucidité de Hermann. Il se dit, mais je suis en train de devenir fou. C'est une vision non romantique, navrante, presque médicale. Oui, c'est génial, Bertrand, comme l'orchestre nous figure la complexité de cet esprit qu'on dirait aujourd'hui borderline. Et sur lequel s'enracine ce prétendu amour. Romantique, mais dont on voit bien qu'il n'a rien à voir avec l'amour. Mais qui est psychanalysé par l'orchestre. Voilà, exactement. Ce sont des espèces de pulsions comme ça qui s'avancent et qu'on entend d'un côté de cet être pris avec ses fantasmes, avec ses démons, avec ce qu'on voudra, et puis de l'autre, il y a, on le rappelle, cette société, puisque dans le cadre de cette soirée pétersbourgeoise, il y a un bal, et puis il y a la représentation de cet opéra que Tchaïkovski écrit comme un opéra classique. Bertrand Roulet. Alors qu'il n'est pas justement quelque chose qui est annexe, qui ne ferait que retarder l'action. Je me suis déjà exprimé sur la nécessité de ce type de scène. Oui. Structurellement, on pourrait rappeler qu'on a une scène de foule en ré majeur au début de l'œuvre, la scène dans le jardin public. On a au centre cet opéra classique, cet opéra dans l'opéra, et puis on a la maison de jeu aussi, où on a ces mêmes tonalités, et que tout ça représente le monde qui a été le monde de la jeunesse. Oui. Cet opéra est dans la même tonalité. Alors, le début. Non, pas forcément tout l'opéra, mais en tout cas l'introduction de l'orchestre. Oui, d'accord. Et puis alors, il y a aussi un rapport entre cette histoire qui s'appelle la bergère fidèle, qui montre justement aussi un homme riche comme le prince qui vient lui proposer sur un langage tout à fait faussement naïf, parce qu'après toute cette psychanalyse d'amour si complexe, si torturée, c'est assez magnifique de voir la candeur absolue de ces textes. Ce prince d'opéra qui dit « Je possède des montagnes d'or et de pierres précieuses, autant qu'il t'en plaira, je veux te l'offrir. » Et puis la princesse qui dit « Je ne veux pas de richesse ni de pierres précieuses. Il suffit à mon bonheur de vivre avec mon aimé dans une cabane au milieu des champs. » Ah oui, une bleuette, alors que nous, notre conscience nous fait voir que c'est complètement miné par... Puis c'est vraiment tellement réaliste, n'est-ce pas, cette femme qui dit « Non, mais moi, richesse, non. » On connaît tous ça. Statut social. Oh, bref. Voyons. Alors, vous voyez, par exemple, on retrouve le prince qui disait...
puis cette progression harmonique très tendre. Et si on compare maintenant avec l'air dans l'opéra classique de L'Homme riche, Oui. on voit qu'il y a quand même une analogie très frappante à travers les styles. C'est ici, hein. Donc je pense vraiment que on parle de néoclassicisme. Je crois qu'il n'y a pas un néoclassicisme, il y a toujours eu un retour vers le passé, une réutilisation de styles plus anciens, même déjà chez Beethoven. Quand Beethoven écrit avec le staccato des bois, il y a Vous le déjà... trouvez où, ça? Ça, c'est dans la 8e symphonie. Oui. Il y a déjà un regard parodique sur une musique qui est déjà plus ancienne que lui. Et puis, chez Tchaïkovski, chez Wagner, dans Les Maîtres chanteurs, chez Fauré, il y a toujours eu du néoclassicisme, en fait. Ça Il y a- fera une belle autre série quand vous aurez du temps, Bertrand Roulet, cette thèse-là, je trouve. Et puis alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que du point de vue structurel, tout ce ballet classique a une forme de chiasme, c'est-à-dire que c'est un A, B, C, D, ce sont des différents numéros, et on refait le chemin inverse dans la structure C, B, A. Si bien qu'on sent que quand on arrive de nouveau à reculons vers ce qui avait annoncé cet opéra classique, on sent qu'on va réintégrer l'autre couche de la structure. Ça s'entend, ça, Bertrand? Oui, bien sûr, on retrouve cette musique très élégante avec ses trilles. Le trigue, d'ailleurs, qui aura une fonction très importante lorsque la comtesse parle de sa jeunesse et dire « À mon époque, on chantait, on dansait autrement. » Les trilles écrits, hein, vous nous Oui. disiez. Alors là, ici, ils sont simplement figurés sur une longue note. D'accord. Après, il y a aussi, effectivement, le tri écrit, et même avec crescendo, qui est vraiment comme une fonction thématique. Une stylisation du tri. Et alors, on repasse maintenant dans la couche, on va dire, fantastique de l'œuvre. C'est vraiment comme si la douceur des accords classiques recevait une injection vertigineuse qui nous donne l'impression de changer d'état de conscience. Donc vraiment, ce passage, c'est vraiment le moment de transition entre deux textures. Кто пылко и страстно любя, что ж, разве не люблю я? Конечно, да. Смотри, любовница твоя. Passage d'un style à l'autre qu'on entend bien dans cet extrait discographique, Bertrand Roulet. Il y a plusieurs couches, il y a plusieurs structures, des fois qui se chevauchent même au sein de cette œuvre. Oui, c'est ça. Vous nous demandez d'aller plus avant dans l'action. Donc, Lisa et Hermann se rejoignent. Hermann, donc, qui vient de recevoir son billet. Hein. Lisa, écoute Hermann, toi enfin, quel bonheur tu es venu. Je t'aime, je le dis comme ça. Hein. Lisa, ce n'est pas le moment, et ce n'est pas pour cela que je t'ai demandé de venir. Écoute, c'est la clé d'une porte secrète dans le jardin. Tu trouveras une échelle qui te conduira à la chambre de ma grand-mère. Hermann, quoi, sa chambre? Lisa, elle n'y sera pas. Dans la chambre près de son portrait, une porte te conduira à ma... Je t'attendrai. C'est à toi que je veux appartenir, à toi seul. Nous devons tout prévoir. À demain, mon chéri, mon amour. Hermann, non pas à demain. Non, j'y serai aujourd'hui même. Lisa, saisie de terreur. Non, mon chéri. Hermann, je le veux. Lisa, qu'il en soit ainsi. Je suis donc ton esclave. Pardonne-moi, elle disparaît. Hermann, à présent, ce n'est pas moi, c'est le destin qui le veut, et je connaîtrai les trois cartes. Alors Il évidemment, y a tout là-dedans. ce texte qui n'est pas de la grande littérature, évidemment, c'est pas facile à lire surtout comme ça, mais il indique des processus psychologiques Oui. qui sont extrêmement complexes. Elle veut, et puis lui ne veut pas, et puis pour finir, lui est d'accord, mais elle ne veut plus, il y va quand même, et puis derrière tout ça, pardonnez-moi, il y a bien sûr ces deux êtres, mais il y a toujours le secret des trois cartes
qui vient là-dessus comme pour ficeler le tout de cette relation. Et puis, il y a cette impossibilité, finalement, de stigmatiser, de dire, voilà, par exemple, la version murmurante de ce qui était le thème de Lisa Bird. Mais ce n'est pas le thème de Lisa. Le principe des 3 notes, il est soit ascendant chez tous les personnages pour indiquer une volonté de libération, d'obtenir son but, de satisfaire ses pulsions, d'atteindre un projet, d'aller vers la réussite, que sais-je. Et il y a la version descendante aussi chez la Dame de Pique elle-même, qui est au contraire le désespoir amoureux. Quand ces degrés descendants sont plus nombreux, on a la gamme descendante qui indique un trajet de vie qui va mal se terminer. Donc voilà, on a des entrecroisements où certaines lignes de force qui parcourent toute l'œuvre et tous les personnages croisent le chemin d'un personnage à un moment donné, et on peut dire à un moment donné, là ici, ces 3 notes vont représenter Lisa, mais sous une forme murmurante. Et puis, à l'issue, évidemment, de cette conversation, ce qui enflamme l'imagination d'Hermann, c'est la proximité maintenant avec la comtesse, en fait, de se retrouver face à son destin et à la raison profonde de son être, parce qu'il y a quelque chose dans le personnage de cette vieille dame qui touche l'essence de sa vie, en fait, quelque chose sur lequel il ne peut pas mettre de mots. C'est ce qu'il appelle justement le destin. Oui. Et ce couple qui doit se cacher, la pression aussi de la grand-mère sur Lisa, qui a un effet miroir sur Hermann, finalement, tout ça est montré dans un cadre plus grand qui est la société elle-même, qui est symbolisée maintenant d'une façon structurellement tout à fait grandiose par l'arrivée de la tsarine. C'est aussi Catherine II. Un autre aspect de la structure de l'œuvre. On avait eu les petits-enfants soldats au début de l'œuvre. Ensuite, on avait eu le ballet, cette cour. Et maintenant, on a vraiment le sommet de la pyramide. Et structurellement, c'est tout à fait nécessaire à l'équilibre, à la notion d'autorité, à la notion de surmoi qui rejaillit sur les individus, qui a été l'enfance de la comtesse, elle-même qui culpabilise sa petite fille, etc. Tout se tient. Excellent. Et puis, alors, cette progression sur notre tenue... de lever de soleil harmonique typique de Tchaïkovski. Cette tension qui monte. Et là encore, il cultive l'ambiguïté parce que cette arrivée de la tsarine, elle est attendue dans cette tension qui monte par 4 accords qui sont comme 4 surfaces anguleuses qui circonscrivent l'espace, avec un effet contraignant et même un peu dramatique. Là, il reprend un hymne ancien à la gloire de Catherine II. On va écouter ça pour conclure cette émission, Bertrand Roulet. On ferait ça comme ça ? Très volontiers. D'accord. Et puis demain, on continuera dans la suite, en l'occurrence dans cette deuxième scène du deuxième acte, de cette Dame de Pique que vous nous incitez à écouter d'une autre façon pour redécouvrir Tchaïkovski. Un petit salut à Gérald Yestan pour sa réalisation, à Isabelle Watson, quelques étages plus haut, pour son assistance à la réalisation. Nous, on se retrouve demain, toujours à ce piano, Bertrand Roulet. À demain. À demain. Mais voici donc la fin de cette scène, la tsarine, et puis ce grand bal social, le bal de cette société, avec à l'intérieur tous ces démons souterrains dont on fait connaissance cette semaine. Les grands tabous et les scènes secrètes, ce sera pour demain. Là, c'est l'éclat d'une puissance grandiose. Послушай, Герман, ты, наконец-то, как счастлив я, что ты пришла. Люблю тебя, люблю тебя. И место здесь не для того звала тебя я. Слушай, вот ключ от потаенной двери в саду, там лестница. По ней зайдешь ты в спальню к бабушке. Как в спальню к ней. Ее не будет там в спальне, близ портрета есть дверь ко мне. Я буду ждать тебе. Хочу принадлежать я одному. Нам надо все решить до завтра, мой милый, желанный. Нет, не завтра, нет, сегодня буду там. Но, милый,
Я так хочу. Пусть так и будет, ведь я твоя раба, прости. Теперь не я, сама судьба так хочет, и я буду знать приказ. Ее Величество сейчас пожаловать изволит. Вы славься сим, сейчас же гляньте! Musique en mémoire, c'est encore mieux l'après-midi, dès 14h sur Espace 2, ou en nouvelle diffusion à minuit. Cette émission, ce podcast, désormais comme on dit, où elle se commande au 026 323 24 24. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.